Et si ce mouvement de contestation, ce vent de révolte, s'étendait, se dirigeait vers l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qui se passerait, monsieur Darpy? Ça serait, comment ça fait, selon la formule de Talleyrand, le commencement de la fin. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite... La situation en Arabie Saoudite est différente. Oui, elle est différente. De multiples raisons. Oui, nous pensons que les Américains, et depuis très longtemps, les Anglais, ont, disons, pris leurs précautions en Arabie Saoudite. Ils ont habilement, disons, procédé par une corruption générale de l'élite du pays. Celle-ci, disons, est un peu noyée dans sa richesse, voyez-vous, et essaie d'étouffer le pays en le plaçant, disons, en plaçant ses intérêts dans une sorte de globalisation économique. Et il faut voir ce que l'on appelle les Golfiens, c'est-à-dire bon, les gens d'Arabie Saoudite à Londres, par exemple, cette élite qui est apparemment arabe. En réalité, il ne faudrait pas que les Anglais ou Américains se fassent des illusions sur la pérennité de leur pouvoir en Arabie Saoudite. Ils veulent faire de ce pays, qui est le détenteur des lieux saints, paradoxalement leur forteresse. Et c'est là justement un des paradoxes de la vie contemporaine. C'est-à-dire qu'on dit chez nous, très familièrement, dans le christianisme, que le diable est à côté du bénitier, vous savez. C'est-à-dire que là où il est le plus à l'aise, c'est justement quand il veut se confondre avec la foi des croyants. Et justement, le propre de cette révolution, voyez-vous, c'est de faire la distinction. C'est de séparer, si j'ai pu dire, ce qui n'est pas du tout fusionnable. Et le propre de toute révolution, de reste, est de faire la distinction entre une véritable union et une union factice. La nature le fait dans la sélection, voyez-vous. Eh bien, la révolution est une sorte de sélection entre les entités réelles et les entités factices, voyez. Et je crois que nous sommes habitués en Occident à voir certains états de choses, certaines dominations, certaines dynasties économiques et autres, comme allant de soi, comme imposées par le monde technique, imposées par la nécessité des affaires. Et toute révolution, où qu'elle se passe, est en général, disons, bénéfique, parce qu'elle montre justement que ce que nous croyons éternel ne l'est pas, qu'il y a une finitude de chaque chose. Et le deuxième sens, c'est que le monde arabe est toujours à la limite, disons, de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, et je crois qu'il est, disons, une sorte de peuple intermédiaire. Et tout mouvement dans un peuple intermédiaire ne peut évidemment que désagréger les fausses réalités qui sont autour de lui. Et nous pourrions avoir, bien sûr, aussi des conséquences très importantes en Afrique subsaharienne, là où, bien sûr, les néocolonisateurs s'imaginent être comme dans un pays de cocagne. Il peut y avoir, disons, des surprises, c'est-à-dire que ce qui reste, dans l'esprit d'un élève d'ailleurs, comme dans l'esprit des peuples, ce ne sont pas des idées, ce sont des images. Et cette révolution est une image. Comme dit une image, quelque chose qui a un pouvoir justement de transformation, un devenir, voyez-vous. Et tout ce qui est devenir va au-delà de l'être ou du non-être, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est imprévisible, c'est quelque chose de conducteur. Étant donné l'interdépendance des relations internationales, bien sûr, les pays occidentaux, l'Occident en général, n'a pas été à l'abri des conséquences de ces soulèvements populaires. L'exemple manifeste, alors on a vu hier en France, avec ce remaniement. Bien sûr, M. Sarkozy a tenté de relancer en quelque sorte sa diplomatie à l'horizon de l'élection présidentielle de 2012, mais avec l'épisode tunisien de Michel Alliot-Marie. Et l'épisode égyptien de François Fillon, donc, c'est en quelque sorte pour redorer son blason que M. Sarkozy s'est livré au remaniement de son cabinet. Dans quelle mesure, justement, cette décision de M. Sarkozy a été sous l'influence des récentes évolutions, notamment en Tunisie et en Égypte? Oui, elle l'a été indubitablement. Mais il y a une conduite, disons, un peu, non pas perverse, mais un peu, ou disons un peu diabolique, mais dans un sens presque caricatural, de M. Sarkozy, c'est-à-dire qu'il convertit toutes ses erreurs et toutes ses fautes en son contraire. C'est un peu comme une maladie qui s'intitulerait... Donc ses proches ont été en quelque sorte les victimes de... Exactement.
Exactement. De sa dégringolade en quelque sorte dans les sondages. Il dit qu'il va apparaître lui-même, va passer lui-même pour une victime. Il va dire que, disons, qu'il n'est pas compris. Il va dire qu'il est mal accompagné et qu'il n'a comme seul ami que le peuple. Il ressemble à quelqu'un qui veut vendre, disons, des vêtements usés, voyez-vous. C'est-à-dire sa propre marchandise. Il en a le physique, il en a la mentalité, il en aura aussi la destinée, c'est-à-dire le mépris. Merci pour toutes ces précisions. Il nous reste encore 3 minutes, Monsieur d'Orteguier. Nous allons, si vous permettez, comme on l'a promis en quelque sorte en début d'émission, parler de la perspective de ces soulèvements populaires. Oui, en effet, monsieur. Alors, parce que l'avenir reste toujours incertain. Bien sûr, un nouveau pas, un pas de géant, une nouvelle étape, une nouvelle page a été tournée, une nouvelle ère a commencé. Cette nouvelle ère est marquée par le début de la fin des régimes dictatoriaux dans la région et bien sûr par une promesse pour un avenir clair, brillant et prometteur. Et on a des raisons d'espérer que cet avenir sera aux mains disons, des véritables détenteurs du peuple en général, hein, parce qu'il s'agit d'une révolution populaire. Donc, ce peuple a raison justement de décider de son sort dans l'avenir, c'est-à-dire de ces gouvernements, de ces démocraties qui seront en place dans l'avenir. Oui, en effet. Dans toute société, je l'ai observé ici même en Iran, une grave responsabilité incombe aux formateurs, aux universitaires par exemple. Ce sont des médiateurs à l'intérieur de la société. Il y a des risques de dérapage, M. Oui, et justement pour éviter ces dérapages, comme pour éviter une faiblesse du corps humain, il faut un certain exercice. Et cet exercice, il ne peut être fait que par la formation justement de cadres, la formation d'idéologues au sens propre du terme, qui puissent, disons, comprendre les inspirations populaires et, disons, les formuler. Ceci ne me semble pas encore le cas dans le monde arabe, où le peuple, où la puissance populaire l'emporte de beaucoup sur la capacité des élites. Pourquoi la capacité des élites? Parce que celles-ci sont formées sur des modèles qui ne correspondent pas du tout aux intérêts locaux, aux intérêts propres. Elles sont formées, à mon avis, trop servilement sur le modèle britannique. Elles essaient de copier une réalité qui ne fonctionne pas chez nous et donc ne peut pas être appliquée sur place. Une véritable démocratie consiste simplement à écouter les besoins du peuple et à trouver une formule originale, voyez-vous. Pour cela, il faut une volonté, il faut une discipline. Et je dois dire que le peuple, en réalité, on pourrait dire comme du peuple ce que dit Platon de Dieu, n'est-ce pas? Dieu est innocent, dit-il, il n'a rien à voir avec le mal. C'est-à-dire qu'il n'est pas responsable du mal. Eh bien, le peuple non plus n'est pas responsable du mal qui lui arrive. Ceux qui sont responsables, ce sont ceux justement qui vivent trop en dehors de lui, voyez-vous, le méprisent, disons, se considèrent un État dans l'État, c'est-à-dire convertissent la révolution en administration. Ceci a toujours été le cas, voyez-vous. Alors nous avons réagi, nous, par des Napoléons. Eh bien, je crois que, et par des politiques aventurières, je dois dire que je fais quand même confiance en la jeunesse parce que celle-ci est très nombreuse dans le monde arabe, dans le monde musulman, et par la communication, voyez-vous, communication qui échappe à ceux-mêmes qui veulent la manipuler. Je dirais, elle peut se sortir de là. Je dirais une dernière chose, c'est que les Américains considèrent, les sionistes américains considèrent que l'Internet, par exemple, dont ils abusent, voyez-vous, dans la propagande, est en réalité une arme dangereuse. Pourquoi disent-ils cela? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas contrôler la spontanéité de l'esprit, voyez-vous. Et c'est cela justement, que c'est le message d'espoir. Et je dois dire qu'avoir la foi, c'est aussi avoir un espoir. Et les peuples musulmans sont des peuples vraiment croyants. Ils donnent même cet exemple au monde. Et je dois dire que c'est pour nous, disons, une chance de succès. Et pour conclure, reprendre justement l'expression du guide suprême de la révolution islamique, être vigilant face aux agissements des conspirateurs qui cherchent dans le cadre de leurs propres intérêts à confisquer la révolution des nations, des masses arabo-musulmanes.